Un îlot d'acier haut comme un bâtiment de 23 étages, évoluant dans des eaux de 1500 mètres de fond. Lancé dans une chasse au trésor high-tech, ce monstre fort jusqu'à 9500 mètres sous la croûte terrestre. C'est la merveille d'ingénierie qui abreuve notre monde dans sa soif de carburant. Plus de 13 000 tonnes de machines et d'hommes. Ces ouvriers risquent gros tous les jours. C'est l'homme contre l'acier. Et l'acier ne rompt pas. Mais lorsqu'un ouragan monstrueux s'abat sur le golfe, détruisant les plateformes et paralysant un quart de la production de pétrole des États-Unis, cette équipe doit remettre cette gigantesque machine à flot et au travail, afin qu'elle puisse accomplir une des plus grandes prouesses d'ingénierie qui soit, le forage des nappes de pétrole sous la mer. À 240 km au large des côtes de la Louisiane, où la profondeur de l'eau dépasse les 1500 mètres, une usine flottante s'élève au-dessus du golfe du Mexique. C'est une machine futuriste, conçue pour rechercher un trésor vieux de plus de 100 millions d'années. Le pétrole, l'or noir qui fait tourner le monde moderne. Cette super plateforme, baptisée EVA 4000, est exclusivement conçue pour cette tâche. C'est une des plus grandes structures mobiles jamais élaborées. Sa mission consiste à exécuter un miracle des temps modernes, le forage des nappes de pétrole situées sous le golfe du Mexique. Une grande partie de l'économie mondiale dépend de son succès. Un gisement pétrolifère en mer est capable de produire 250 000 barils de brut par jour. De quoi remplir les réservoirs de 250 000 voitures. Mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'exige le marché. 80 millions de barils de pétrole sont consommés chaque jour à travers le monde. Et à moins d'un changement radical, la demande en énergie aura doublé d'ici 50 ans. Il n'existe qu'une centaine de plateformes de forage en haute mer. Chaque nouvelle unité nécessite 4 années de travail et coûte 500 millions de dollars. L'EVA 4000 est donc très sollicitée. Elle est parfaitement équipée pour sillonner les eaux profondes au large des côtes à la recherche de l'or noir. Le pont a la taille d'une dizaine de terrains de basket-ball. La tour de forage mesure plus d'une cinquantaine de mètres de haut et la plateforme repose sur une structure capable de maintenir les 30 millions de tonnes du complexe à flot. Même de nos jours, l'échelle de ce Goliath laisse rêveur. Un tel ouvrage aurait été inconcevable à l'époque des premiers puits de pétrole, il y a 150 ans. « 1859, Titusville, en Pennsylvanie. Le premier puits de pétrole de l'histoire fore une nappe à 21 mètres sous la surface du sol. Depuis l'exploitation de ce gisement américain, la quête de pétrole s'est répandue à travers tous les continents, excepté l'Antarctique. Durant des décennies, les puits sur la terre ferme ont permis de satisfaire la consommation mondiale. Mais la demande en combustible a cru, au point d'assécher de nombreux gisements. Les compagnies ont alors étendu leurs recherches de brut au large des côtes, dans des eaux riches en pétrole, comme celle du golfe du Mexique. Ces points représentent les emplacements des forages pétroliers. Entre 1960 et 1990, 4000 plateformes émergent dans les eaux peu profondes du littoral.
Mais la demande dépasse les réserves de ces hauts fonds. Les compagnies pétrolières cherchent de plus en plus loin, au-delà de la plateforme continentale, jusqu'à des profondeurs atteignant 2500 mètres. Et les ingénieurs construisent des machines qui paraissaient inconcevables. Du point de vue technologique, l'industrie des plateformes pétrolières est une des plus avancées au monde. L'EVA 4000 est l'une des plateformes les plus robustes et les plus imposantes de la nouvelle génération de foreuses. Elle explore des régions maritimes si éloignées que personne n'imaginait les exploiter un jour. Un défi qui n'est pas dépourvu de danger. À de telles distances en mer, ces machines sont exposées à des menaces permanentes. Explosions. Déferlantes. Et la pire d'entre elles, les ouragans. Août 2005. L'ouragan Katrina gronde à l'horizon. Dans quelques jours, il va submerger la Nouvelle-Orléans et dévaster les côtes du Golfe. Mais en mer, un autre drame est sur le point de se jouer. Les 4000 puits de forage et plateformes pétrolières du Golfe se retrouvent sur la route de l'ouragan. Katrina se dirige vers les plateformes flottantes, forçant l'évacuation de plus de 20 000 ouvriers. 90% des exploitations offshore sont arrêtées. L'EVA 4000 est prise dans l'un des ouragans les plus puissants et les plus destructeurs jamais enregistrés. Des vents à 270 km/h, des vagues de 25 mètres de haut. Les vents sont très violents. Il y a toujours un rideau de pluie. Et comme vous pouvez le voir, la mer est démontée. Cette tempête est loin d'être terminée. L'ouragan pilonne les champs de pétrole durant 48 heures. Lorsque la tempête se calme, l'industrie ne peut que constater l'étendue du désastre. Plus d'une cinquantaine de plateformes sont détruites ou endommagées. Une demi-douzaine de grands forages ont brisé leurs câbles d'amarrage. L'un d'entre eux a dérivé de 130 km en direction des côtes. Un autre est entré en collision avec un pont suspendu à Mobile, en Alabama. Celui-ci s'est échoué sur la plage. Un carnage. Après le passage de Katrina, le monde entier subit les conséquences de l'ouragan. Nous dépendons tous du marché du pétrole et quand la production américaine s'interrompt, le prix du baril flambe instantanément. Les Allemands, les Japonais, les Chinois, tous payent le surcoût. Nous faisons tous les frais de la crise du marché mondial. L'essence est devenue un produit précieux ces jours-ci. Peu de stations-service sont ouvertes et les files d'attente sont interminables. Aux États-Unis, le litre d'essence à la pompe augmente de plus de 15 centimes d'euros. L'EVA 4000 doit vite se remettre au travail. Au niveau de la production, chaque jour d'interruption représente une pénurie d'1 million de barils. Les équipes de remise en état sont à pied d'œuvre. Elles vont travailler jour et nuit afin de remettre ce monstre à flot dans les eaux du Golfe, où il devra accomplir une formidable prouesse technique des temps modernes, extraire le pétrole à des kilomètres sous la mer. L'installation de forage de l'EVA 4000, endommagée par l'ouragan Katrina, surplombe un chantier naval texan.
Chaque journée d'inactivité de ce géant d'1 demi-milliard de dollars entraîne une carence de la production. En 24 heures, l'exploitation d'un seul puits de pétrole permet de subvenir aux besoins quotidiens de 4 millions de personnes. L'effort effréné destiné à remettre le forage endommagé dans le circuit de production commence. Les ouvriers s'activent autour de l'EVA 4000, une des 20 plateformes dévastées par l'ouragan Katrina. Leur tâche est titanesque. Ils doivent vérifier chaque centimètre de ces gigantesques machines. Des plateformes conçues exclusivement pour forer 8 km sous terre, depuis la surface des mers agitées. Les ouvriers examinent les 4 éléments clés qui assurent le bon fonctionnement de la plateforme. La coque, le système d'ancrage, les tâches de forage et la tour de forage. La coque est une barge, une sorte de bouée de sauvetage en acier dotée d'une base triangulaire d'une centaine de mètres qui supporte 6 grandes colonnes. Chaque section est remplie d'air afin de maintenir à flot l'ensemble de la structure de 15 000 tonnes. Au sommet de la coque, le pont. Plus vaste qu'un terrain de football, il est conçu pour supporter 1000 tonnes de trépans de forage. 2 grues d'une 50aine de mètres. Et une zone d'atterrissage pour hélicoptères. Mais le pont et la coque sont avant tout destinés à accueillir la structure principale de l'édifice. La tour de forage culmine à une quinzaine d'étages au-dessus du pont. Son travail consiste à abaisser les tiges de forage qui descendent jusqu'au fond de la mer et au-delà. Elle peut supporter plus de 700 tonnes d'acier, soit l'équivalent de 75 bus de ramassage scolaire. Les lignes d'ancrage maintiennent toute la plateforme en mer. Elles sont constituées de 9 treuils gigantesques, 3 à chaque angle de la coque, auxquels sont fixés des câbles d'amarrage en acier fixés sur le sol marin. Plus de 1500 mètres plus bas. Les câbles de cette plateforme ont lâché lors du passage de Katrina, abandonnant la structure à la dérive. Celle-ci a eu de la chance. Les dégâts sont réparables. D'autres plateformes ont été bien plus endommagées par l'un des plus violents ouragans de l'histoire de l'exploitation offshore. Il a arraché plusieurs plateformes. C'est l'ouragan le plus violent que l'industrie offshore ait jamais connu. La semaine dernière, un hélicoptère m'a déposé sur une plateforme renversée. Elle est au fond de l'océan maintenant. L'EVA est sortie intacte de sa violente dérive, mais elle a besoin d'aide. Le plus gros défi consiste à réparer les câbles d'amarrage afin d'ancrer la plateforme au fond de l'océan. L'ancrage d'un tel colosse nécessite des câbles d'environ 8 cm de diamètre qui sont accrochés à des chaînes dont les maillons ont la taille de la tête d'un homme. L'extrémité supérieure du système d'arrimage est constituée de câbles en acier que les bobines enroulent et déroulent autour des treuils du pont. L'extrémité inférieure est constituée de chaînes en acier. Bien plus lourde que les câbles, la chaîne leste l'amarre et est rattachée aux ancres. Peu de gens seraient capables de soulever un seul des maillons de cette chaîne gigantesque. Chaque maillon pèse 32 kg et fait 7 cm d'épaisseur. Il y a 1300 mètres de chaîne. Chacune des 9 amarres qui relient la plateforme au fond de l'océan pèse donc environ 450 tonnes.
Les membres de l'équipe doivent relier le câble en acier à la lourde chaîne. Le montage requiert un mélange d'ingénierie et d'huile de coude, comme tout ce qui a trait à la vie sur la plateforme. Ces amarres peuvent endurer près de 450 tonnes de tension. De quoi supporter la puissance combinée de 5 747 sans rompre. À l'extrémité de chaque chaîne, l'équipe fixe une ancre de 5 mètres qui pèse 13 tonnes. Les pattes pointues s'enfonceront d'une douzaine de mètres dans le sol de l'océan. Elles tenteront cette fois encore de maintenir la plateforme en place. Mais Katrina a démontré que face à la puissance de la nature, l'ingénierie humaine ne triomphe pas toujours. Après des semaines de dur labeur, la coque et les câbles d'amarrage sont prêts. Mais il reste encore un élément décisif à vérifier, le nerf de la guerre, la tour de forage. Au sommet de la structure, les ouvriers métallurgistes vérifient chaque centimètre afin de s'assurer que le moindre boulon est en place. La réparation des dégâts infligés par les vents de l'ouragan est un travail de précision méthodique qui requiert un certain cran. Il faut des ouvriers spécialisés car les poutres sont orientées de travers. Elles ne sont pas plates, mais creuses. Sur le derrick, les poutres métalliques sont à plat, afin de résister à la tension générée au sein de la tour. Mais cette disposition singulière complique les déplacements des ouvriers. Beaucoup d'ouvriers n'arrivent pas à marcher sur des poutres disposées de cette façon. Les ouvriers arpentent la tour de forage et resserrent les boulons un par un. Mais leur équilibre est précaire. Au moindre faux pas, ils risquent de chuter sur le pont, une cinquantaine de mètres en contrebas. L'EVA 4000 est enfin prête à rejoindre son site de forage. Des remorqueurs vont l'emmener en haute mer. Mais les manœuvres d'appareillage sont délicates. Tant qu'ils seront en manœuvre, on ne pourra pas entrer à quai. Si la plateforme commence à dériver le long du fleuve, rien ne pourra l'arrêter. Laisse tomber celle-là, ils font le tour. Il faut que tu grimpes là-haut. Les ouvriers larguent nerveusement les amarres qui relient la plateforme au quai. La plateforme de 15 000 tonnes dérive librement. Pendant un court instant, il est impossible de savoir quelle direction elle va prendre. Autant essayer de remorquer un immeuble de 23 étages. Les moteurs des remorqueurs ont besoin de toute la puissance de leurs 13 500 chevaux pour maîtriser le monstre et se diriger vers le large. À moins de 4 nœuds de moyenne, il faudra 5 jours pour remorquer la plateforme vers les eaux profondes du Golfe. Dès que nous serons au large, nous relancerons les ancres et les chaînes. Ensuite, on reprendra les opérations là où nous les avions interrompues. Ce chasseur de pétrole devra compter sur le bon fonctionnement de tous ses composants pour forer des gisements qui peuvent être enfouis 8000 mètres sous le sol marin.
Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le passage de Katrina à travers le golfe du Mexique. Dans les champs de forage offshore, les dégâts sont considérables. En temps normal, la production quotidienne du golfe est d'1,5 million de barils. Lorsqu'elle s'interrompt brutalement, la planète entière s'en ressent. La plateforme EVA 4000 s'efforce de rétablir la chaîne de production. Mais d'abord, elle doit retrouver le gisement à des kilomètres de la côte de la Louisiane, au-delà de la plateforme continentale. Ces eaux sont profondes, jusqu'à 1800 mètres de fond. Sous le sol marin, s'étendent de vastes gisements de pétrole. Mais où? Il faut une véritable carte au trésor pour les localiser. Une carte élaborée lors de réunions ultra confidentielles, utilisant les outils à la pointe de la technologie. Pour localiser les réserves de pétrole, les géologues envoient des ondes acoustiques vers les fonds marins afin d'obtenir un instantané des couches de roches. Les données sont ensuite transformées en images à 3 dimensions. Voici à quoi ressemble une carte au trésor des gisements de pétrole. Aucune croix ne marque un emplacement précis. Seuls de vagues indices géologiques, comme des dômes de sel, indiquent où l'or noir pourrait se cacher. Les enjeux sont énormes, les résultats incertains. Ces cartes high-tech ne sont qu'une estimation élaborée. Dans les profondeurs du Golfe, les évaluations sont toujours risquées. Nul n'est sûr de trouver du pétrole avant d'atteindre une nappe. Les données sismiques ou autres que nous rassemblons n'offrent aucune garantie de succès. Ce ne sont que des hypothèses. L'épreuve de vérité reste le forage. La plateforme est au-dessus d'un gisement potentiel. Mais le forage ne peut pas encore commencer. Il faut d'abord déployer les 9 ancres gigantesques pour fixer la structure au sol marin. Le travail sur des machines de ce volume comporte toujours des risques, surtout en haute mer. Rien n'est simple et le danger est omniprésent. Ces hommes risquent gros tous les jours. C'est l'homme contre l'acier. Et l'acier ne rompt pas. La plateforme peut être un endroit dangereux. On préférerait être en un seul morceau quand on retournera voir nos familles. Quand on graisse les chaînes ou les appareaux, assurez-vous d'être au bon endroit. Une grue dépose une des ancres de 13 tonnes sur le pont d'un bateau venu en soutien. Ce n'est que la première des 9 ancres nécessaires pour stabiliser la plateforme. Le navire la transporte jusqu'au point de largage à près d'1 000 $. Préviens-moi quand elle commence à se dérouler. Je démarre doucement et je vais crescendo. L'amarre, à elle seule, pèse plus de 200 tonnes. Jimmy, ils doivent vérifier cette ancre. Ancre numéro 7 à vous. Allez-y. Reçu, ça fait 2500 mètres de chaîne larguée. Tout est verrouillé. Le câble de 240 tonnes doit entraîner l'ancre depuis le pont du navire. Un membre de l'équipage vérifie une dernière fois les câbles d'amarrage avant de se mettre à l'abri.
Il faudra un quart d'heure avant que l'ancre se pose au fond de la mer, 1500 mètres plus bas. À présent, la plateforme est stable. L'EVA 4000 peut enfin viser sa cible et forer à des profondeurs que personne n'aurait osé envisager. Quand j'ai débuté ce métier, on parlait de haute mer à partir de 600 mètres de profondeur. Aujourd'hui, c'est considéré comme des eaux peu profondes. C'est dire le chemin parcouru. Cet environnement est bien plus inhospitalier que l'espace. À de telles profondeurs, l'homme est incapable de travailler. Le record de plongée en bouteille est de 300 mètres. L'EVA 4000 évolue dans des eaux 5 fois plus profondes. À ces profondeurs, l'organisme ne résisterait pas à la pression. Mais les responsables du forage ont besoin d'avoir des yeux au fond de la mer pour surveiller le travail et s'assurer que le trépan atteint sa cible. Les ingénieurs ont donc mis au point un véhicule télécommandé, le ROV. Le ROV est capable de résister à une pression de plus de 140 kg au centimètre carré. Un robot sous-marin capable d'aller là où aucun homme ne survivrait. Les plongeurs effectuaient le travail. Si, pour une raison ou pour une autre, vous perdez un ROV, vous perdez une machine, certes efficace, mais ce n'est pas une vie. Et elle est bien plus performante qu'un plongeur. Le ROV sera les yeux et les mains de l'équipe travaillant depuis la salle de contrôle à la surface. Une caméra embarquée relaie les images depuis les eaux troubles et glaciales des profondeurs. Le ROV se met en place. Tout est normal. Le forage peut débuter. Le trépan entame le travail. L'équipe doit assembler la drille pièce par pièce. Une forêt de tubes en acier s'empile près du trou de sonde. Chaque tronçon mesure une trentaine de mètres de haut. Par 1500 mètres de profondeur, il faudrait assembler une cinquantaine de tiges de forage pour atteindre le fond de l'océan. Cette plateforme est conçue pour permettre l'assemblage de 300 tiges, ce qui représente un forage de plus de 9 km sous la croûte terrestre. Le travail avance rapidement. En 1 heure, l'EVA 4000 immerge plus de 600 mètres de tubes. Dans moins de 3 heures, le trépan sera juste au-dessus de sa cible. Les géologues ont choisi ce site grâce aux images en 3D tirées des données récoltées par le sonar. Si leurs hypothèses s'avèrent exactes, le pétrole devrait se trouver juste sous leurs pieds, 9000 mètres sous la croûte terrestre. Le trépan va devoir forer un trou aussi profond que la taille du mont Everest. Le trépan fait jaillir le sable et la terre des couches superficielles. Mais sous la vase, la roche dure vient à bout d'une nouvelle mèche tous les 300 mètres. Après 1200 heures de travail, le trépan atteint le stade des 1200 mètres. Le forage semble progresser régulièrement. Pourtant, l'équipe interrompt brusquement les opérations et remonte le trépan. S'il atteignait la nappe à ce stade des opérations, le pétrole se répandrait dans l'océan. Il faut donc colmater le puits avant de poursuivre le forage.
La pression est intense sous la mer, comme sur le pont. Une fausse manœuvre pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'environnement. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que l'ouragan Katrina a anéanti les installations pétrolières dans le golfe du Mexique. La crise dure toujours. À travers le monde, les prix atteignent des niveaux records. Dans un effort destiné à stabiliser l'offre, le gouvernement américain décide de puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole. Les marchés pétroliers du monde entier ont les yeux rivés sur le golfe du Mexique. Tout le monde attend que les plateformes soient à nouveau opérationnelles. L'EVA 4000 doit encore forer 8000 mètres sous terre avant d'atteindre son objectif. Sur place, les équipes se relaient jour et nuit. Mais il faut du temps pour mener à bien une telle mission. Ils sont sur le point de mettre en place la pièce la plus lourde du puzzle, le bloc obturateur de puits, ou BOP. Rien n'entre ou ne sort du puits sans passer par ce bloc de 227 tonnes d'une quinzaine de mètres de haut, bourré de matériel de surveillance. Le BOP fait office de gigantesque vanne de la chaîne de production, capable de couper le flux de pétrole en l'espace de 15 secondes. L'EVA 4000 doit caler cette énorme pièce sur la canalisation du puits au fond de l'eau. La manœuvre équivaut à atteindre une cible de 55 cm depuis le haut du Grand Canyon. Un conduit spécial, le riser ou tuyau de montée, relie le BOP à la plateforme. Le riser constitue un passage étanche pour le trépan et pour les produits chimiques destinés à désintégrer la roche solide. Cette pièce raccordée au BOP pèse plus de 900 tonnes. Dans des conditions normales, le derrick ne pourrait pas supporter une telle charge. Mais les ingénieurs ont imaginé un moyen simple de tirer avantage des eaux profondes. Ils emballent le conduit dans de la fibre de verre pour le rendre insubmersible et soulager la tension au niveau du derrick. En à peine 24 heures, le BOP approche de sa cible. C'est un moment délicat. Si le BOP heurte la tête de puits, il risque d'endommager l'ouverture et sérieusement retarder les opérations. Le riser affronte les courants sous-marins. Toute la plateforme oscille, centimètre par centimètre, afin de se retrouver à l'aplomb de sa cible. L'opération est un succès. Le BOP se loge à sa place. Le trépan va pouvoir reprendre son forage. C'est l'aboutissement de longs efforts et un succès technologique. Des croquis de la carte au trésor au mouillage des ancres, sans oublier les 17 000 heures de travail autour du trépan. Jusqu'à cet instant, personne ne pouvait garantir l'existence d'un champ de pétrole à cet endroit. Le trépan poursuit son forage. 3000 mètres, 6000 mètres, 9000 mètres sous le sol marin. Le pétrole. Un trésor géologique qui vaut des milliards de dollars. Désormais, la voie est libre. Le travail a fini par payer. L'EVA 4000 a rempli sa mission. Elle a trouvé le pétrole enfoui 9000 mètres sous la croûte terrestre. Mais une plateforme de forage ne sert qu'à forer.
elle ne traite pas le brut. L'EVA 4000 se rendra sur un autre site en quête d'une nouvelle nappe. C'est une plateforme encore plus grande qui viendra pomper l'or noir destiné aux raffineries du continent. Cette unité de traitement pourrait rester ancrée ici même pendant des décennies, seule face aux éléments du Golfe, quels qu'ils soient. Sa mission, extraire le pétrole et le gaz naturel du sous-sol de l'océan. Séparer les impuretés avant d'expédier sa cargaison vers la terre ferme, à 250 km de là. Les architectes de ces plateformes se sont longtemps demandé comment maintenir l'ancrage et la stabilité de ces îlots d'acier géants dans ces eaux profondes et tumultueuses. Jusqu'à ce que l'ingénieur naval Ed Horton fasse œuvre de pionnier en élaborant une solution inspirée par son expérience dans un sous-marin de la Navy. Par gros temps, on se faisait sérieusement balloter. Alors on plongeait à 60 mètres de fond. C'est le meilleur endroit pour un sous-marin, sous la surface de l'eau. La trouvaille de Horton est une cuve cylindrique de plusieurs dizaines de mètres de long, la SPAR. La fiabilité de ce système repose sur le fait qu'en eau profonde, l'action de la houle est inversement proportionnelle à la profondeur. Une vague de 7 mètres en surface ne fait plus que 70 cm par 200 mètres de fond. La SPAR flotte bien en dessous de la surface. L'essentiel de son volume est soumis à de petites zones de profondeur, ce qui assure sa stabilité par une mer houleuse. « 1996. Dans le golfe du Mexique, un navire remorque la plateforme Neptune vers des eaux de 600 mètres de fond. Les équipages remplissent le cylindre d'eau de mer afin que son poids le fasse chavirer. Le design de la structure est ingénieux, en théorie. Mais personne ne sait si cette citerne de 12 000 tonnes se comportera comme prévu. Après 10 années de conception et de construction, le cylindre de 200 mètres du Neptune ne met que 72 secondes pour basculer à la verticale. C'est une des expériences d'ingénierie les plus grandioses jamais réalisées. Grâce à ce triomphe, l'exploration pétrolière ne sera plus jamais comme avant. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu Neptune basculer à la verticale. Le succès de Neptune marque le début d'une nouvelle ère pour les plateformes en haute mer. Les compagnies ne tardent pas à explorer des eaux plus profondes, érigeant des structures qui exigent une nouvelle génération de SPAR. La plateforme Gunnison est à la pointe de la technologie. Conçue pour fonctionner par plus de 1000 mètres de fond, elle repose sur une nouvelle génération de SPAR, les Truss SPAR. Les précédents spécimens disposaient de cuves cylindriques rigides. Sur les nouveaux modèles, la moitié inférieure de la structure est constituée de treillages disposant de 3 plaques horizontales. L'eau s'engouffre entre les plaques, formant un imposant cylindre liquide qui favorise l'équilibre de la structure. Ce design ingénieux permet de supporter un poids plus important en réduisant la quantité d'acier. Ces semi-remorques paraissent minuscules à côté des éléments de la citerne du Gunnison.
Chacun des tronçons fait une trentaine de mètres de largeur. Les camions tractent une dizaine de ces pièces en demi-lune. Le Gunnison est remorqué jusqu'à l'emplacement du puits par de gigantesques remorqueurs. La spar flotte au-dessus de l'emplacement où le système de forage a creusé le puits. Les ouvriers l'inondent d'eau de mer et le Gunnison entame sa plongée vers les profondeurs. 23 heures plus tard, la structure de 14 000 tonnes d'acier flotte à la verticale, parfaitement stable. La spar mesure 170 mètres de long. Le prochain défi consiste à la maintenir en place. Cette plateforme doit résister aux forces du Golfe durant plusieurs décennies. Ici, les ancres comme celles utilisées sur l'EVA 4000 ne fonctionneront pas. Ces spars nécessitent un système d'ancrage constitué de ces pieux cylindriques en acier conçus pour s'enfoncer profondément au fond de la mer. Leur longueur totale est indiquée en pieds, 220 pieds, soit 67 mètres. Les ingénieurs se servent de ces graduations pour contrôler la profondeur des pieux dans le sol marin. Un navire de soutien les immerge dans les eaux du Golfe. Ces ancres resteront fixées bien après que le champ de pétrole ait été asséché. Une fois le système d'ancrage arrimé, le site est prêt pour accueillir une des merveilles des temps modernes. Une plateforme ultra sophistiquée, destinée au pompage du pétrole et du gaz naturel, va se positionner à l'aplomb de la spar flottante. Cet imposant bâtiment de 3 étages contient les pompes, le matériel de traitement et les quartiers d'équipage. Une grue géante doit aligner les 4 points de contact de la plateforme avec ceux de la spar. La structure de 10 000 tonnes plane comme un vaisseau spatial au-dessus de son aire d'atterrissage. La plateforme et la spar s'emboîtent comme des jouets géants. La structure est parfaitement ajustée. La cité flottante du futur est assemblée. Cette plateforme va pomper et traiter jusqu'à 40 000 barils de pétrole et 200 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Cela représente une production quotidienne d'environ 4 millions de dollars pour cette seule plateforme. Le Gunnison nécessite seulement 24 personnes pour contrôler les opérations 24 heures sur 24. Les machines effectuent quasiment la totalité du travail. Elles extraient le brut de la roche et séparent le gaz naturel. L'excédent de gaz est brûlé. Durant plus de 100 millions d'années, cette nappe de pétrole est restée cachée, hors de portée de l'homme. Désormais, la technologie du XXIe siècle l'expédie promptement vers la civilisation. Un vaste réseau de pipelines sous-marins achemine le pétrole jusqu'aux raffineries du Golfe du Mexique. Quand tout fonctionne normalement, c'est un travail de routine sans danger. Mais un désastre peut survenir en une fraction de seconde et transformer ces super plateformes en brasiers meurtriers. Un des accidents les plus tragiques de l'histoire de l'industrie pétrolière a démontré à quel point ces gigantesques plateformes étaient vulnérables. Mars 2000. Dans le nouvel âge du forage pétrolier en haute mer, le gouvernement brésilien lance la plus grande plateforme jamais conçue. Son nom, Petrobras P36. Une fois en place,
Elle pompera 180 000 barils par jour, par 1350 mètres de profondeur. Mais en moins d'un an, cette formidable structure va devenir le Titanic des plateformes pétrolières. 15 mars 2001, 0h20. Une fuite de gaz naturel d'une des valves se propage dans une des colonnes de soutènement. Les alarmes retentissent tandis que la fuite invisible et inodore gagne la structure. Soudain, une étincelle enflamme le gaz, entraînant une série d'énormes explosions. La plateforme prend 30 degrés de gîte en plein océan Atlantique. 11 ouvriers sont morts. Les navires de secours s'efforcent de sauver le reste de l'équipage et la plateforme endommagée. 5 jours plus tard, le P-36 gît par 1400 mètres de fond. La plateforme, d'une valeur d'1 demi-milliard de dollars, est perdue à jamais. Des centaines de tonnes de pétrole brut et de gazoil se déversent dans l'océan. L'équipage a pu obturer le puits bien avant que la structure ne coule, évitant une effroyable catastrophe écologique, pour cette fois. Mais le sort du P-36 nous rappelle les risques que nous prenons en allant chasser l'or noir de plus en plus loin des côtes. Les dangers sont impossibles à calculer. Les puits représentent une menace permanente pour l'environnement. Une fuite importante provenant d'une de ces plateformes pourrait détruire les plages, abîmer les marécages et tuer la faune. Le coût des opérations d'épuration se chiffrerait en milliards d'euros et prendrait des années. Les mesures de sécurité, la technologie et la formation peuvent minimiser les risques d'erreurs humaines. Mais certains facteurs échappent à notre contrôle, comme les emplacements des réserves de pétrole situées dans des contrées de plus en plus reculées et dangereuses d'accès. Un quart de la production américaine est basée dans le golfe du Mexique. Une zone dangereuse 6 mois par an, lors de la saison des ouragans. 3 semaines après le passage de Katrina, de nombreuses plateformes ont repris le travail. Mais un autre ouragan menace à l'horizon. Les plateformes offshore sont de nouveau en première ligne. L'EVA 4000 effectue son forage à plus de 150 km des côtes, quand survient Rita, qui remonte depuis la mer des Caraïbes. C'est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans le golfe du Mexique. Son impact sur le continent n'est pas aussi dévastateur qu'on le craignait. Mais en mer, une fois encore, les dégâts sont considérables. L'ouragan se dirige suffisamment vers l'ouest pour déferler sur la zone que Katrina avait épargnée. Un cataclysme en 2 temps, qui restera comme la pire saison des ouragans de l'histoire de l'industrie pétrolière américaine. La colonne de soutènement d'une plateforme laisse apparaître une entaille de 6 mètres de large. Je connaissais le potentiel de cette plateforme. Quand j'ai vu ce trou dans la colonne, j'ai été stupéfait par l'importance des dégâts. On ignore ce qui a endommagé l'EVA 4000, mais la taille du trou témoigne d'une violente collision quelque part dans les eaux du Golfe. Cette superstructure en acier de 2 cm d'épaisseur s'est déchirée comme du papier. C'est incroyable. Regardez l'épaisseur de l'acier. C'est impensable qu'il cède comme ça. Il faudra des semaines pour réparer les dégâts. Mais la structure a survécu à ce que le Golfe peut offrir de pire pour l'instant. Au cours de cette saison d'ouragan, 115 plateformes auront été détruites et 52 endommagées.
la grande plateforme a mieux résisté aux intempéries que la plupart des autres. Lorsque viendra la prochaine saison des ouragans, l'EVA 4000 sera en pleine mer, encore plus éloignée des côtes, dans des eaux plus profondes, repoussant les limites des possibilités physiques dans sa chasse à l'or noir aux confins de la planète et au-delà.